Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie d'avoir rejoint cet espace où j'avais envie d'échanger avec vous autour des enzymes. Donc je vais prendre un petit temps pour nous présenter, Aurélie et moi, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi je m'appelle Eric, j'ai 50 ans, je suis papa de 4 enfants et je suis fondateur de la société BioVie qui travaille dans l'alimentation vivante depuis 2016. Moi, je suis un passionné du vivant de longue date, depuis l'adolescence. Et je suis sur une alimentation végétale, on va dire, depuis une trentaine d'années, et majoritairement crue depuis 18 ans. Donc j'ai un petit peu de recul en la matière. Euh, Avec Aurélie, on travaille dans notre société BioVie. Nous, l'idée de ce qu'on a envie d'apporter, c'est que les personnes aient davantage de cru et davantage de végétal dans leur assiette au quotidien, parce que je pense que chacun peut avoir des bénéfices d'avoir davantage de cru et de végétal dans son assiette, quel que soit le stade où on en est. Et on se met un point d'honneur par contre à ne surtout pas être dans de l'idéologie ou de la performance ou de l'inconfort. Et voilà, quand on partage, on essaie de faire de la proposition, de proposer aux personnes des nouvelles choses qu'elles ne connaissent pas. Et on essaye d'éviter ce que j'appelle moi les évictions, c'est-à-dire les interdits alimentaires. Voilà, on est dans une alimentation vivante et joyeuse. Pour nous, c'est vraiment important, quoi. Voilà, donc je termine de présenter un petit peu ce qu'on fait dans BioVie. On est fabricant d'appareils ménagers, on fait de la distribution de produits alimentaires en alimentation vivante. Les deux cœurs de métier de BioVie, ce sont les algues de mer et d'eau douce, et les graines germées, c'est avec ça qu'on a commencé. Et puis ça s'est étendu à d'autres produits. On fait aussi des formations, on est éditeur et on est aussi auteur de livres chez d'autres éditeurs. Parce que nous, on est éditeur et on n'a pas eu envie pour l'instant d'éditer nos propres livres. On a plutôt eu envie d'aller vers des éditeurs très grand public. Donc là, il y a Aurélie qui pourra faire une dédicace de son dernier livre qu'elle a sorti chez Marie-Claire. Marie-Claire Édition, justement, c'est pour nous un éditeur très grand public parce qu'on a envie d'élargir les personnes qui s'intéressent à l'alimentation vivante. Voilà, on a des gros projets cette année. On va sortir le Easy Green version 2. C'est un germoir automatique fabriqué en matière végétale, donc du bois, de la canne à sucre et de la craie, qui est fabriqué en France à Nîmes et qui fonctionnera sans énergie, juste avec la gravité et avec l'effet siphon, qui est un effet qu'on apprend en classe de 5e, qui est que quand on a un tuyau qui pend en dehors d'un seau, il se vide. Ça, c'est notre plus gros projet depuis la création de BioVie. On a aussi un autre projet autour de la formation de chefs crus pour qu'en France, il y ait plus de plats crus dans les cartes de restaurants. De plus pragmatique, ce serait chouette que quand on aille au restaurant, on ait accès à un plat ou deux crus et qui permettrait aux gens d'aller dire bah, ce soir on mange pas chinois, on mange pas thaï, on mange cru. C'est un petit peu ce pourquoi on milite. Donc c'est vraiment amener l'alimentation vivante et crue dans quelque chose de plus grand public et plus accessible à tout le monde. Donc ça c'est la partie formation. Et puis plus récemment, l'équipe a grossi, on a commencé, moi j'étais tout seul, je déchargeais tout seul mes conteneurs il y a 8 ans. Après Aurélie m'a rejoint, on a une amie qui nous a rejoint aussi. On était 3 et puis là on est 12, donc on a réussi à se dégager un peu de temps pour faire de la recherche. Parce que pour moi c'est fondamental que les sociétés qui travaillent dans un domaine consacrent aussi du temps au développement et à la recherche. Et pour moi ça a été principalement sur les enzymes, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Comme je suis agronome de formation, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau des plantes, au niveau biologie cellulaire. Et en fait, les enzymes, c'est un domaine qui a été pas mal exploré aux États-Unis, mais en France, pas du tout. C'est très peu utilisé en naturopathie, la supplémentation en enzymes. Et en tout cas, les gens connaissent pas trop les enzymes, c'est pas trop connu. Donc, on a eu une commande de la revue Hippocrate
qui est un peu le quotidien du médecin, des naturopathes, pour faire un dossier sur les enzymes qui va sortir là début juillet. Et donc là, voilà, je vais vous parler un petit peu des enzymes, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des interactions avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous interpellent, et je vais essayer que ça ne soit pas pénible, parce que les enzymes, ça peut être de la biochimie aussi. Donc on peut être dans quelque chose de très scientifique, mais ça ne m'intéresse pas d'aller là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ressortiez de l'échange qu'on a eu, en ayant compris ce qu'était une enzyme, et pourquoi des personnes comme Florian, Florence ou nous, on vous conseille de mettre davantage de cru dans votre assiette. Voilà, donc le principe de base en biochimie d'une enzyme, une enzyme c'est un catalyseur. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cours de collège que c'est qu'un catalyseur. C'est une substance qui rentre dans une réaction chimique, qui va l'accélérer et qu'on va retrouver complètement intacte à la sortie de la réaction chimique. C'est-à-dire que la substance ne va pas être utilisée, elle ne va pas être consommée, mais par contre, si elle n'est pas là, la réaction ne peut pas se faire en fait. Donc ça, c'est un principe physique, et c'est aussi un principe biologique. Et les enzymes sont spécifiques de certaines réactions. Il y a plus de 8000 enzymes dans l'organisme qui sont connues. C'est très très peu étudié, et pour moi, il y a même des spécialités médicales, hein, il y a des médecins enzymologues. Pour moi, c'est un domaine de prévention énorme, dans lequel je pense que c'est l'avenir, c'est vraiment peu utilisé. Et pour moi, la préservation de notre capital enzymatique devrait se faire dans n'importe quelle pathologie lourde que quelqu'un rencontre. En fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce qu'on vous invite à manger plus de cru, c'est que les enzymes, ce sont des substances qui sont très fragiles. Elles sont très sensibles à la chaleur. Et donc, en fait, les enzymes, leur température idéale de fonctionnement, c'est 37. C'est la température corporelle. Si il fait plus froid, elles sont ralenties. Par contre, si on dépasse les 50 degrés, les enzymes sont détruites. En fait, et on se prive d'un phénomène de prédigestion qui a lieu à l'extérieur de notre organisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous mangez des fruits, il y a déjà des enzymes dedans pour les prédigérer, pour faire une prédigestion à l'extérieur de votre corps. Donc cette énergie qui se passe, enfin cette réaction qui va se passer avec les enzymes qui sont dans les fruits ou dans les aliments que vous mangez, au moment où vous allez les ingérer, ça va être une économie importante pour votre corps, qui va du coup avoir de l'énergie pour assurer d'autres fonctions. Si vous avez une alimentation qui est pauvre en enzymes, votre corps va devoir fabriquer les enzymes, et donc vous allez avoir moins d'énergie pour d'autres fonctions, et c'est ce qui typiquement explique les gros coups de barre qu'on peut avoir après des repas lourds en début d'après-midi. Et donc en alimentation vivante, on parle assez peu des enzymes, mais le cœur de l'alimentation vivante ou de l'hygiénisme, il est là, il est sur préserver le capital enzymatique, préserver ce que la nature a mis dans les aliments, pour que nous, on puisse l'absorber avec nos aliments, et que le corps, il est d'énergie pour assurer toutes les autres fonctions dont il a besoin. Donc les autres fonctions, ça va être l'élimination, le nettoyage, le système immunitaire, la réparation des cellules qui sont endommagées, toutes les fonctions, que ce soit des fonctions aussi musculaires, si on a des efforts à fournir. Donc toutes ces fonctions, en fait, il faut imaginer le corps, l'énergie qu'on a comme un camembert. Si on a un tiers qui est pris par la digestion, il ne reste plus que les deux tiers en fait. Par contre, si on n'a que 15% parce qu'on a une digestion rapide, facile, parce qu'on a un capital enzymatique qui a été préservé de par la façon qu'on a de se nourrir, dans ces cas-là, le corps, pour lui, c'est plus facile, quoi. Ça, c'est des notions de base, je trouve qu'on devrait enseigner en médecine, ou même vous faire comprendre quand on est jeune adulte. C'est que pourquoi le cru, c'est pour préserver ça. Alors, le cru aussi, si on cuit, on ne fait pas que détruire les enzymes ou les désactiver. Il y a aussi plein d'autres substances qui sont pertinentes, qui sont perdues par la cuisson. Vous avez des phytonutriments qui sont thermolabiles, c'est-à-dire qui sont détruits par la chaleur. Vous avez des vitamines qui vont être détruites par la chaleur aussi. Il y a des probiotiques qui sont aussi détruits par la chaleur. Ce n'est pas la seule substance. Les enzymes ne sont pas les seules substances à être détruites par la chaleur.
Par contre, ce sont des substances qui, enfin, voilà, qui pour moi vont avoir vraiment un impact. Alors, dans le corps, à quoi servent les enzymes? Donc, j'ai écrit quelques fonctions qu'on retrouve en biologie. Donc, il y a les enzymes rentrent en compte dans un nombre mais incalculable de réactions biologiques au niveau cellulaire. Donc, il y a la transformation du glucose en énergie, surtout au niveau musculaire. Il y a, et là c'est le point essentiel, c'est celui qui nous concerne le plus, c'est tout le travail digestif. Il y a la réparation de l'ADN, il y a le cycle d'élimination de l'urine, il y a la synthèse de l'hémoglobine, enfin il y a toutes ces fonctions, et je vous dis, il y a 8000 enzymes connues qui ont toutes des fonctions particulières. Donc là j'ai pris des petits Legos à ma fille, là c'était pour juste vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le principe d'une enzyme. Donc là, vous allez avoir, et moi je l'explique souvent avec les graines germées, mais ça peut être le cas avec n'importe quel autre aliment. Quand vous avez un aliment qui a des formes de réserve, dans ce que j'appelle des formes de réserve, c'est des protéines, des lipides ou des sucres complexes. Donc, par exemple, dans un grain de blé, il faut savoir que ces trois macromolécules sont là sous forme de réserve. Elles ne sont pas sous forme digeste. Parce que l'objectif d'une graine, c'est d'attendre qu'il pleuve pour pouvoir pousser et devenir une plante. Donc en fait, elle a un espèce de mécanisme de secours, enfin de survie entre guillemets, pour garder ces macromolécules sous forme de réserve. Et en fait, c'est uniquement quand de l'eau va arriver que les enzymes vont se réveiller et pouvoir commencer à décomposer par exemple, je crois un grain de blé ou une lentille ou n'importe quoi en substances qui sont plus faciles à digérer. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je vais prendre l'exemple d'une protéine. Il y a dans toutes les graines une substance qui s'appelle l'acide phytique. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler de l'acide phytique. Il faut imaginer les réserves de la graine comme un gros coffre-fort. Et l'acide phytique, c'est le cadenas qui est dessus. Et l'acide phytique, en fait, c'est une substance indésirable parce qu'elle est là uniquement pour empêcher la germination. C'est-à-dire que l'acide phytique est un inhibiteur d'enzymes et c'est quelque chose qui bloque de façon quasiment indéfinie parce qu'on a des graines qu'on a retrouvées dans les pyramides égyptiennes qu'on a réussi à faire germer. Donc tant que l'acide phytique n'est pas libéré, la graine c'est un gros bloc qui est indigeste. Et donc pour moi c'est pour ça que je vous dis les farines qu'on utilise, les farines que l'humanité entière utilise, sont particulièrement peu digestes et nécessitent beaucoup d'énergie pour être digérées par rapport à une forme qui aurait déjà été prédigérée. Donc vous avez vos protéines qui sont en forme de monobloc et vous avez votre acide phytique qui va bloquer cette réaction parce qu'il n'y a pas d'eau. À partir du moment où vous mettez votre graine dans de l'eau, donc là je fais moi, c'est pourquoi on préconise beaucoup les graines germées, l'acide phytique va s'en aller et votre graine va pouvoir, donc l'acide phytique va s'en aller et les enzymes vont être libérées en fait. Et dans des graines, vous allez avoir trois types d'enzymes. Vous allez avoir les protéases qui vont aller découper les protéines en acides aminés essentiels. Et les acides aminés sont beaucoup plus digestes que les chaînes longues, que les protéines. Vous allez avoir les lipases qui vont aller découper les lipides en acides gras. Pareil, acides gras, biodisponibilité impeccable par rapport à des lipides qui nécessiteraient que le corps produise ces lipases. Et vous allez avoir des amylases qui vont aller découper les sucres complexes en sucres beaucoup plus simples à digérer, comme le glucose. Donc ces enzymes, elles arrivent, que ce soit une protéine, un lipide ou un sucre complexe, elles arrivent sur le site de réception de la molécule. Elles rentrent, la molécule va se détruire, va se décomposer en petits morceaux. Et donc là, vous allez avoir comme des perles d'un collier qui vont pouvoir passer la barrière intestinale et qui vont être beaucoup plus faciles à digérer que si vous aviez la molécule entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette enzyme, ça va très très vite. C'est un catalyseur très rapide et donc elle va rentrer sur une molécule, la molécule va s'ouvrir, elle va passer à la suivante. Et donc les enzymes en ont besoin de vraiment petites quantités. Donc pour les graines dont je vous ai donné l'exemple, c'est dès qu'on les met avec une présence d'eau, donc l'acide phytique est éliminé. Et c'est le cas pour donc vous avez les céréales, vous avez
comment dire, toutes les lentilles, tous les oléagineux. Enfin, c'est pour ça qu'on conseille comme mode de transformation et de prédigestion, on conseille toujours de tremper soit ces céréales, soit ces oléagineux, soit ces graines, soit les amandes, soit les, je sais pas, enfin, ouais, toutes les noisettes, parce que vous allez réveiller ce processus de prédigestion. Et si vous confiez cette prédigestion aux enzymes qui sont déjà présentes, c'est une économie importante pour vous par rapport à votre digestion à vous. Et donc normalement en alimentation vivante, on n'a pas le coup de barre classique que vous devriez avoir après un repas, parce que vous avez fait un repas de fruits. Et donc c'est pour ça qu'on se concentre sur la préservation des enzymes. Oui. Alors les oléagineux, moi, il faut savoir que par exemple les noix de cajou, 99,9% des noix de cajou sont cuites. Non pas qu'ils les font cuire par préparation culinaire, mais les cajous, l'intervention qui est faite sur la coque de la noix de cajou et après pour enlever la dernière pellicule qui contient une molécule qui est toxique, est fait par voie thermique. Il n'y a que 3 sociétés en France qui font des noix de cajou crues. Il y a Orcos, historiquement, c'est eux qui faisaient les premières. Jurassic Fruit, qui sont des personnes qui viennent de chez Orcos. Et nous, on fait aussi des noix de cajou crues, sinon elles sont cuites. En dehors de ça, les oléagineux qu'on conseille vraiment de faire tremper, et alors, d'une façon pratique, on n'a pas toujours le temps de tremper ces oléagineux, on n'y pense pas toujours à l'avance. Nous, ce qu'on fait à la maison, c'est que des fois, on se fait des batchs, enfin des séries d'amandes, de tournesol ou de sarrasin. On en fait germer 3 kilos et après on les déshydrate. Et donc tu as une farine tu te fais une farine de sarrasin germée. Et même le sarrasin, tu peux pas le manger comme ça en fait. Si tu prends du sarrasin que tu as fait germer et que tu as laissé déshydrater après, tu peux le manger dans des mueslis directement. Parce qu'il est déjà pré-germé, il est très digeste et il est croquant en fait. Les amandes c'est pareil, là j'en avais amené. Les amandes, dès que tu les fais tremper 12 heures et que tu les laisses germer à peu près 12 heures, elles se creusent à l'intérieur parce qu'elles commencent à consommer les... Enfin, ce processus de germination vient consommer les réserves. Donc c'est rigolo, elles sont croquantes quoi. Je sais que notre fille, elle les préfère parce qu'elles sont plus rigolotes, elles croquent quand tu les manges. Donc à part les cajous, oui, c'est valable pour tous les oléagineux quoi. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, de faire tremper. Concernant les graines germées, est-ce qu'il y a un intérêt à les laisser vraiment germer, qui poussent? Par exemple, je pense aux lentilles. Est-ce qu'il faut que le germe soit grand et que ça... Alors sur les graines qu'on fait germer, qu'on laisse germer, en fait, si tu veux, il y a différents stades de germination. Il y a ce qu'on appelle la graine germée au début, comme on a pu avoir au repas d'hier. Donc là, c'est vraiment la graine germée. Et donc là, on est en plein dans le boom d'enzymes, l'apparition de vitamines. Enfin, il y a tout un tas de processus biochimiques. C'est une usine qui s'allume. Hein. Enfin, c'est assez impressionnant en biochimie. Donc soit tu as ce stade-là, auquel cas, oui, tu es en plein processus, donc tu peux la manger à ce moment-là, c'est pertinent. Après, si tu la laisses plus pousser, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de l'apparition de chlorophylle, par exemple. Mais il va y avoir moins de quantité de réserve. Donc en fait, voilà, nous, de toute façon, les graines, tu peux les consommer du début au stade de 10 cm, comme on fait avec les jeunes pousses de tournesol. Tu n'auras pas les mêmes nutriments, simplement dans la deuxième phase, oui, tu auras de la chlorophylle que tu n'avais pas tout au début. C'est juste, voilà, après, il faut concilier ça avec les modalités pratiques voilà, de la vie familiale. Et en général, bah, si elle pousse si tu as une barquette que tu n'as pas fini, que tu la laisses continuer à pousser, il n'y a pas de souci, quoi. Et les conditions de germination, les conditions idéales, il faut de la chaleur? Bah, les conditions idéales de germination, en fait, forcément, plus il fait chaud, plus ça va vite, mais plus ça peut être instable aussi. Donc en général, les conditions qui sont les conditions d'une maison autour de 20 degrés, il faut que ça soit à plus de 10 degrés quand même, sinon c'est très lent. Les conditions qu'on a dans nos maisons sont assez bonnes. Hein. En été, ça va très vite, mais par contre, il faut vraiment être derrière, surveiller, rincer. Voilà, donc ça c'est... oui, après, il y a quelque chose que les personnes qui vendent des germoirs ou des graines germées oublient souvent de dire, c'est qu'on a des dégagements de CO2 pendant la germination. Donc en fait, c'est très important que l'air soit renouvelé souvent en fait. C'est pour ça que dans les bocaux, quand les graines sont trop serrées, déjà il y a des phénomènes
développement enfin, quand il y a vraiment, les graines sont en paquet, qu'elles ne sont pas au moins retournées une fois par jour ou aérées une fois par jour, il y a des phénomènes anaérobies, donc il peut y avoir des moisissures ou des pourritures anaérobies qui se développent. Donc nous, par exemple, avec l'Easy Green qu'on fabrique, il y a un renouvellement d'air qui se fait 4 à 6 fois par jour à peu près. Et quand il y a ce développement-là, elles sont Non, non, en général, il faut vraiment bien les rincer. Même nous, on a sur certaines, enfin, quand il fait chaud, on a un petit peu de développement de moisissures. Mais c'est en fait les moisissures, elles ont plutôt tendance à se former entre les tiges. Donc, si moi, idéalement, les graines germées, il faut les rincer dans un saladier avec un brise, enfin, un jet assez fort. Et ça, en général, on les récupère assez bien, quoi. Donc voilà, mais c'est les deux formes, la graine germée et la jeune plante, enfin la jeune pousse, sont pertinentes, quoi. Donc ce que j'explique, oui. Alors au soleil, les graines germées, en fait, si tu fais des graines germées et que tu les mets au soleil, tu vas les avoir dans un récipient, et le récipient, il va faire un effet de serre. Donc ça va, la température, elle va monter à plus de 50-60 et elles vont cuire en fait. Donc il faut toujours qu'il y ait de la lumière, il faut éviter de les faire à l'obscurité. Par contre, si tu les mets en plein soleil, si tu les mets en plein soleil comme ça, elles vont dessécher. Il faut qu'il y ait de la lumière indirecte. Nous, on dit à nos clients là, qui font des graines germées, jamais de... Enfin, pas de lumière solaire directe pendant une longue période, sinon on a un effet de serre. Et dans l'Easy Green qu'on commercialise, on dit vraiment éviter parce que c'est une enceinte fermée. Et là, il y a un effet de serre qui se produit et on monte à plus de 50 et là, ils cuisent, quoi. Ou alors, enfin, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, fragilité à la chaleur pour les enzymes. Donc, les enzymes, la température optimale dans laquelle elles fonctionnent le mieux, c'est la température corporelle. Donc, c'est 37 degrés. Elles sont ralenties par des températures plus faibles. Elles commencent à être altérées de façon irréversible au-dessus de 50 degrés. Donc, au-dessus de 50 degrés, c'est quasiment l'intégralité des systèmes de transformation qui sont utilisés dans l'alimentation industrielle. Il y a assez peu de process qui sont en dessous de 50 degrés. Et après, entre 37 et 45-50 degrés, elles sont accélérées. Donc, ce qui explique que quand on a de la fièvre, les processus enzymatiques qui sont liés au système immunitaire, ou qui sont liés au nettoyage de l'organisme, en fait, ça va plus vite, en fait. Par contre, c'est très fatigant. Mais tous les processus biochimiques sont accélérés jusqu'à 45, et après 45-50, on a des destructions qui sont irréversibles. Autant quand elles sont à des températures plus froides, elles sont juste inactivées. Par contre, quand elles sont à des... Au congélateur, par exemple, du cru au congélateur, il garde ses... Ouais, la congélation, c'est un mode de transformation qui reste assez classique et assez respectueux. Par contre, voilà, ça va aller altérer des fibres. Enfin, il y a des... Mais c'est pas... les enzymes pas sont... les enzymes. Non, non, elles ne sont pas détruites, elles sont inactivées. Par contre, à 37, elles sont... Enfin, voilà, elles redémarrent, quoi. Dans l'organisme, donc, il y a... je vous ai cité les 3 formes d'enzymes qui sont les plus intéressantes. Ce sont celles qu'on vise le plus pour la digestion. Donc il y a les amylases qui décomposent des sucres complexes, sucres simples, les protéases et les lipases. Donc qu'est-ce qui peut se passer si on a des déficits enzymatiques dans l'organisme? Et en fait, c'est ce qui se passe avec l'alimentation, alors pas forcément cuite, mais c'est beaucoup dans l'alimentation industrielle. Parce que dans l'alimentation industrielle, les enzymes, vous pensez bien qu'il n'y a plus rien, c'est complètement détruit. Donc on va avoir des problèmes d'absorption parce qu'on a beau... En fait, quand vous prenez une étiquette d'aliments, vous avez les macronutriments qui sont indiqués et l'énergie. Mais en fait, il peut y avoir autant de nutriments que vous voulez, si vous ne les absorbez pas, ça ne sert à rien en fait. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Et donc l'absorption se fait majoritairement grâce aux enzymes, ça faut le savoir. Donc quand on a des déficits enzymatiques, alors il y a des déficits enzymatiques qui sont pathologiques, il y a des pathologies particulières, mais quand on a des déficits enzymatiques parce qu'on a une alimentation qui est principalement cuite et transformée, donc on a on peut avoir des problèmes de digestion, mais on a surtout des problèmes d'absorption. Et donc quand on a des problèmes d'absorption des nutriments au niveau de l'intestin, ben voilà, c'est tout
tout ce qui peut être lié à ça, c'est des intolérances, des problèmes digestifs, de la fatigue, de l'irritabilité. Parce qu'on parle assez rarement aussi du lien entre l'absorption, la sensation de bien-être et tout ce qui est dans la sphère psychologique. Et ça, c'est un point qui est quand même assez rarement abordé en alimentation vivante, c'est que, et Aurélie pourra vous en parler mieux que moi, parce que on a, enfin, ce qu'on appelle les swings, en anglais, c'est les ups and downs, c'est-à-dire les espèces de cycles. Comment? Les sautes d'humeur. Ouais, voilà, les sautes d'humeur sont beaucoup liées aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a des à-coups de... Enfin, moi, je trouve personnellement, de mon expérience d'alimentation vivante, ça m'a vachement stabilisé au niveau des humeurs, et on n'a plus ces irritabilités qu'on peut avoir au quotidien. Et donc ça, c'est aussi une des conséquences quand on a un déficit enzymatique. Donc on peut avoir des pertes de poids, des diarrhées, ballonnements, gaz, enfin tout un tas de choses qui ne sont pas des maladies en fait, c'est de l'inconfort. On a la limite de la pathologie si ça devient chronique, mais il faut savoir que voilà, c'est ce déficit enzymatique, mais en fait j'ai l'impression de prêcher dans le désert quand je parle de ça à l'extérieur, parce que pour 90% des gens, de toute façon, à part de prendre leur salade, dans la majorité des aliments transformés qu'ils ont, il n'y a plus d'enzymes de toute façon. Donc voilà, je vous ai parlé de l'acide phytique, en fait tout à l'heure il y a aussi une autre chose qui se passe, c'est que l'acide phytique, c'est une substance qui va inhiber l'absorption des minéraux. Donc ça, c'est un autre effet secondaire, c'est que quand on prend des farines, ou quand on prend des substances, des graines qui ont été réduites en farine, ou des graines qu'on n'a pas fait germer, et qu'il y a toujours cet acide phytique, il va diminuer notre capacité à absorber en particulier le calcium et le fer. Donc c'est vraiment important dans vos pratiques alimentaires quotidiennes que vous preniez des habitudes de transformation qui améliorent la qualité des aliments. Donc nous on a l'habitude, l'industrie alimentaire nous a habitués à des modes de transformation qui détruisent ou qui sont, j'appelle ça destructifs, c'est-à-dire que la qualité va être plus faible à la sortie du processus de transformation qu'à l'entrée. Nous on conseille, et c'est ce qu'on fait dans notre activité régulière, des modes de transformation soit conservatifs, c'est-à-dire qu'on aura les mêmes nombres de nutriments au début et à la fin, soit qui améliorent la qualité des aliments. Donc dans les modes de transformation conservatifs, vous avez la déshydratation à basse température, donc que vous pouvez faire avec des déshydrateurs en réglant la température pour éviter d'être au-dessus de 45. Vous avez un processus que nous on a exploré il y a quelques années qui est la lyophilisation. Donc la lyophilisation, c'est pas du tout, enfin on ne peut pas encore se permettre d'acheter un lyophilisateur dans chaque foyer parce que c'est des appareils qui sont trop chers. La lyophilisation, c'est vous allez congeler un aliment et vous allez faire le vide. Et donc on va tirer bénéfice d'un phénomène physique qui s'appelle la sublimation. C'est-à-dire que l'eau qui est emprisonnée sous forme de cristaux dans l'aliment, si on fait le vide, elle va passer directement sous forme de vapeur. Elle ne va pas repasser par la forme liquide. Donc vous pouvez, avec la lyophilisation, c'est un mode de transformation qui conserve bien les nutriments. Donc nous on a commencé, quand on est allé en Asie, en Thaïlande, on a vu qu'il y avait beaucoup de snacking sous forme de fruits lyophilisés. Donc on a commencé une filière de fruits lyophilisés il y a 4 ans je crois, 4-5 ans. On a acheté un lyophilisateur, on fait pas mal de tests d'essais à la maison. On arrive à faire des trucs au niveau culinaire qui sont juste hallucinants, mais pour l'instant, on est plus dans la recherche aussi à ce niveau-là, et ce qu'on s'est contenté de faire, c'était d'importer des fruits lyophilisés, parce que c'est un mode de conservation qui va conserver les nutriments. Dans les modes de conservation qui vont améliorer les nutriments dans notre alimentation et dans notre cuisine, le premier c'est la germination, et le deuxième c'est la lactofermentation. Donc comme je vous ai expliqué, entre une graine entre une graine qui a ses formes de réserve et une graine qu'on a fait tremper, et après le troisième stade d'une graine qu'on a fait germer, on va retrouver plus de nutriments dans la graine qui a commencé à germer. Vous avez des vitamines les taux se multiplient jusqu'à 100 parfois dans certaines, je crois que c'est la vitamine A il me semble. Vous avez des apparitions
de nutriments qui n'existaient pas dans la forme de réserve, parce qu'il y a tout un tas de phénomènes biochimiques qui se sont mis en route. Et puis, voilà, vous pouvez avoir il y a des phytonutriments qui apparaissent aussi, mais c'est un domaine qui est très peu exploré par la science, et c'est vraiment dommage, ce mode de transformation de germination. Pour moi, c'est l'avenir de passer par là. Et l'autre mode de transformation, c'est la lactofermentation. Donc, tout le monde connaît, c'est un mode de transformation qui était beaucoup utilisé dans les pays de l'Est, qui l'est encore, qui est moins utilisé, nous, à part la choucroute alsacienne. Typiquement en France, ça ne fait pas trop partie du patrimoine gastronomique, mais c'est un mode de transformation qui est assez simple. Et vous allez retrouver vos légumes lactofermentés en sortie de process, c'est-à-dire quand vous allez les manger, ils vont avoir plus de nutriments que quand vous les avez mis en pot, en fait. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez inclure dans les pratiques qui sont quotidiennes pour vous. Oui ? Comment ? Alors après, nous, on propose de faire des lactofermentations à l'eau de mer. Pourquoi de faire des lactofermentations à l'eau de mer ? Alors en fait, je vous ai parlé des enzymes. Est-ce que les enzymes ont des enzymes ? Est-ce que les enzymes ont des molécules qui viennent les activer ou les désactiver ? Et oui, en fait, les enzymes, elles ont leurs propres enzymes, c'est-à-dire qu'elles ont des molécules qui viennent les activer ou les désactiver. Et ces molécules-là, ce sont les oligo-éléments, pardon, j'ai un trou. C'est-à-dire, et les oligo-éléments, ce sont des métaux qui sont présents en très très faible quantité dans l'eau de mer. Et entre faire des lactofermentations au sel et faire des lactofermentations à l'eau de mer, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, en cinquième, on étudie le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Vous vous rappelez, c'est un grand tableau avec plein de cases. Et il y a des trucs radioactifs en bas. Vous avez l'hydrogène d'un côté, les lourds. Enfin, voilà. En fait, il y a 107 éléments. Dans l'eau de mer, vous avez 92 des 107 éléments présents sur Terre. Donc, en fait, la nutrition, en général, s'intéresse beaucoup aux macro-éléments, aux protéines, aux lipides, aux glucides. Ça, c'est les briques du mur, en fait. Mais tout ce qui est des tout petits nutriments, tous les petits phytonutriments, tous les oligo-éléments qui sont présents en traces, c'est-à-dire en très faible quantité, ces oligo-éléments, ils vont avoir une utilité parce que eux, c'est les enzymes des enzymes. Entre autres, parce qu'ils rentrent aussi dans plein d'autres processus métaboliques ou de biologie cellulaire, mais ils sont vraiment... les oligo-éléments sont vraiment pertinents pour activer les enzymes. Donc moi, je vous conseille de faire vos lactos à l'eau de mer. 100% On fait 100% nous, je crois, de mémoire. C'est vrai bien que je te dise la recette. Non, vous demanderez à Aurélie, mais... Ça dépend. Les légumes en saumure. Ça dépend des légumes. Ça dépend vraiment des légumes. Pour les légumes racines, vous pouvez y aller juste avec de l'eau de mer. Pour les légumes qui sont un peu plus... les feuillages, des choses comme ça, un peu plus délicats, il vaut mieux mettre de l'eau filtrée et de l'eau de mer. Ah, moins d'eau de mer. Moins d'eau de mer, oui. Coupe. Ouais, je coupe un peu. Mais en fait, il y a une grosse différence entre... on vient tous de la mer quelque part, dans la biologie, et il y a une différence vraiment entre utiliser du sel, parce que le sel, même si c'est du sel d'aigue morte qui a été séché au soleil, etc., le soleil, avec les UV et l'exposition à l'oxygène, il y a des oligo-éléments qui disparaissent, qui sont oxydés et qui ne sont plus utilisables, qui disparaissent en fait. Alors que dans l'eau de mer, c'est préservé parce que c'est en forme de solution. Donc ça, c'est pareil, nous, ça fait partie de nos pratiques. On consomme moi, je fais tous les jours un verre d'eau de mer diluée, un tiers, 2 tiers. Et donc ça, pour les lactofermentations, je vous conseille de rajouter. Et même pour les germinations, nous, on met un petit peu d'eau de mer dans les réservoirs de germoirs automatiques. Ou quand on arrose nos graines germées, on met 3% d'eau de mer. Parce qu'il y a Ce qui est intéressant là dans la question, c'est pas quelle quantité on met d'eau de mer ou si... Ce qui est intéressant dans la question sur la lactose, c'est pas qu'on utilise de l'eau de mer ou du sel, ou c'est pas s'il y a du sel ou pas dans la lactose, c'est pourquoi tu poses cette question.
pourquoi tu serais empêché de manger de la lacto ou pourquoi ce serait bon pour toi que tu manges de la lacto. Donc en fait, si quelque chose t'écœure, quel intérêt tu as à aller vers ça? Le sel, il va rester. Les minéraux, les sels minéraux, ils sont pas transformés. Enfin, les sels minéraux sont jamais détruits par la cuisson. Mais je vais être un peu pénible, mais en fait, tu peux pas avoir quelque chose qui est bon pour ton microbiote et qui t'écœure, c'est pas possible. Ouais, donc si c'est trop salé, c'est qu'il faut pas que t'en manges en fait. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est qu'en fait, le système de lactofermentation et tout ce qu'on t'a dit qui était bon dans la lactofermentation, peut-être que tu peux le retrouver dans un autre mode d'alimentation ou un autre mode de transformation. Parce qu'en fait, te répondre est-ce que c'est salé ou pas, si tu fais avec du sel, ben oui, forcément, tu vas retrouver le sel, mais la quantité ne sera pas forcément néfaste par rapport aux bénéfices enzymatiques et nutritionnels que tu vas avoir. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est comment tu te sens, toi. Je suis désolée, j'empiète sur monsieur, mais on va en parler justement après. Non, c'est bon. Non, mais Aurélie, bah vous... Mais c'est important parce qu'en fait, quand on parle de ce qu'on mange, il faut vraiment garder à l'esprit que la nourriture, c'est fait pour nous nourrir. C'est pas pour nous permettre d'atteindre un stade ou un état de pureté, d'éveil ou de quoi que ce soit. C'est vraiment pour nourrir notre corps. Donc, même si quelque chose est dit qu'au niveau scientifique, c'est super bon pour la santé, si tu ne le supportes pas, tu ne le supportes pas. C'est ton corps qui prime. Et ton corps, à part passer, à part être décortiqué et qu'il soit hyper analysé par tes selles, tes larmes, ton sang, tout ce que tu veux, on ne saura jamais ce dont ton corps a besoin. On peut faire des grandes grilles et après, toi, tu te sers dedans. Mais on ne pourra pas savoir ce dont tu as besoin. Il n'y a que toi qui peux le savoir. J'ai pas cassé l'ambiance, mais c'était juste pour... Non, c'est très important. Oui. Peut-être pour compléter. J'ai accompagné un jeune qui est en déficit d'enzymes, qui a la maladie de Hunter. Je sais pas si vous connaissez. Oui, non, mais il y a des maladies, ce que je te disais au début, il y a des maladies Ouais. qui sont spécifiques, mais qui sont vraiment pathologiques, là, pour Voilà. le coup. Et donc du coup, je vous invite vraiment à voir les conséquences de ces maladies-là, ça montre vraiment l'extrême des choses. Et ce jeune-là, il pouvait manger que des gâteaux salés ou des choses... il refusait tout ce qui était légumes ou fruits crus. D'accord. Donc du coup, par rapport... pour renvoyer aussi ça, c'est que ce jeune-là, il sentait qu'il voulait pas, il refusait tout ce qui était alimentation crue. Pourtant, on pouvait penser que ça pouvait être bien pour lui. Oui, oui, après Et oui. donc, du coup, comment on fait pour savoir ce qui est bien et puis... Mais après, il peut se alors après, si c'est quelqu'un qui a une déficience enzymatique, il peut se supplémenter en enzymes. Ça existe. Tu peux prendre une supplémentation en enzymes. Enfin, après, voilà, comme dit Aurélie, on est tellement coupé de nos sensations corporelles, que... Mais là, Voilà. c'était dans un état de... Mais pour répondre à ta question par rapport à cette histoire de biscuits salés, déjà, l'alimentation vivante n'est pas un Graal. C'est pas quelque chose à atteindre, déjà d'une. Et ensuite, tu peux avoir plein de modes d'alimentation vivante qui correspondent ou pas. Moi, par exemple, si je fais le régime de fruits tout le temps, au bout de 2 semaines, je suis en dépression. Pourquoi, je sais pas. Mais j'ai des émotions à fleur de peau, je commence à avoir des ballonnements. Si, par exemple, je fais un repas de fruits, que je mets, par exemple, de la coriandre, la coriandre, de la chlorophylle, du persil, ça s'équilibre. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a appris. C'est que moi, au fur et à mesure, si évidemment, il y a des personnes en qui j'ai confiance, qui me connaissent, qui connaissent mon corps, qui ont vu comment évolue ma santé. Pour un enfant pour un jeune, je sais pas quel âge c'est, mais pour un jeune qui ne supporte que des biscuits salés, il faut le voir comme une étape en fait. Et après, c'est comment tu vas pouvoir l'accompagner. C'est pareil, c'est que des personnes qui sont en pathologie lourde, si elles ont besoin, on n'est pas là pour souffrir. Je veux dire, les femmes qui accouchent à la maison sans péridurale, c'est leur histoire à elles. Mais ça fait mal, il faut le savoir, quoi. Et personne nous a demandé de souffrir. Donc si une femme est plus confortable d'accoucher avec une péridurale, mais qu'à côté, il y a tout un travail au niveau du terrain qui se fait, c'est son histoire à elle, avec son enfant, et son alimentation, et sa santé, ça regarde personne.
je suis désolée hein, d'être aussi carré, mais c'est vachement important parce que si tu vas vers une alimentation et que tu en souffres, ben, tu vas te retrouver, oui, tu en as des femmes qui ont été frugivores pendant 2-3 ans, avec une forme éclatante, qui après sont tombées dans un marasme pas possible, qui n'ont pas pu remonter au niveau hormonal. Et maintenant, c'est les premières qui disent l'alimentation vivante est mauvaise. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut qu'elle soit à ton service. Voilà, c'est juste... Donc, ce que tu dis, c'est que le jeune, ce dont il a besoin, c'est d'un accompagnement. Sur plein de domaines différents. Voilà. Mais il y a comme tu dis, il y a des, et là je rentre pas dans les pathologies de déficit enzymatique chronique et avec des noms de pathologies, où là, il y a des problèmes d'expression génétique qui font qu'il manque cruellement certaines enzymes pour certaines réactions très spécifiques. Je sais pas, mais dans ces cas-là, tu peux prendre des compléments enzymatiques, et puis peut-être qu'avec ces compléments et des biscuits salés, ça pourrait être, quoi, je connais pas, mais par contre, c'est sûr que dès qu'on manque d'enzymes, ça a beaucoup de conséquences, quoi, ça c'est certain, quoi. Alors je vous ai parlé des enzymes et de la digestion parce que c'est le sujet qui est le plus parlant par rapport au mode de la manière dont on s'alimente. Donc je vous ai dit, il y a la lactofermentation, la germination, et vous avez tout simplement, si vous n'avez pas le temps de faire de germination, si vous avez juste, si vous avez envie de vous faire un plat de lentilles, ou si vous avez envie de... Vous faites juste du trempage. Le trempage 12 heures, c'est déjà bien. Vous avez déjà... Avec le trempage, vous allez déjà pouvoir éliminer, faire dégager l'acide phytique, parce que l'acide phytique est hydrosoluble, il va être éliminé dans le trempage. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi, si vous faites des graines germées, ou des lentilles, ou si vous juste faites tremper vos pois chiches, si vous voulez les faire cuire ou pas, enfin peu importe, vos lentilles, jetez le trempage, toujours. Il y a un fabricant de germants automatiques que je nommerai pas, italien, qui avait inventé un truc où il arrosait avec une pompe, mais le truc, c'était d'une aberration totale. Déjà le moteur était sous réservoir d'eau, donc il chauffait l'eau, donc il y avait mais ça arrosait l'eau, arrosait les graines avec une eau qui avait des acides phytiques dedans. C'était n'importe quoi, et en plus ça chauffait l'eau. Et donc le truc n'a pas survécu. Ça existe, de toute façon ils ont coulé. Mais voilà, nous on a le processus de germoir automatique qu'on a repris de la société Zigreen, qui existe depuis 1996. Nous, ça arrose les graines, ça envoie de l'air, et l'eau de trempage, elle sort. Donc si vous faites tremper, si vous voulez vous faire des pois chiches ou des lentilles, jetez l'eau de trempage, rincez, trempez, quoi. Tremper et rincer, quoi. Eric, est-ce que le riz, il y a de l'acide phytique aussi? Le riz, il est très très long à germer. Ça met, je sais plus combien ça met, je crois que ça commence à germer au bout de 9 jours seulement. Donc tu peux pas le tremper la veille. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en le trempant la veille, je pense pas que ce soit pertinent. Mais après, sur les autres graines, oui, le riz, c'est un peu... Le blé, par contre, non. Le blé, on peut facilement faire du pain essénien avec juste du... Alors moi, si vous voulez faire du pain essénien, je vous conseille de pas dépasser même 2 mm. Parce qu'après, on peut plus faire de la pâte. Donc le pain essénien, c'est tu fais du blé avec 2 mm, tu le broies, et tu fais des galettes que tu déshydrates. Et là, il faut les... Bon, l'idéal, c'est que si le milieu reste encore assez tendre, donc là, tu as tous les bénéfices du blé qui a commencé à germer, quoi. Mais le riz, ouais, moi, pour le riz, le riz, pour moi, c'est c'est de la colle. Moi, j'en consomme plus, mais sauf, ça m'arrive de temps en temps, mais je peux pas dire que c'est une arme de destruction massive, mais bon, j'y touche pas trop, quoi. Même le riz noir, non, le riz noir, ouais, le riz noir, je crois qu'il germe. Hein. Le riz de Camargue. Sur des Américains. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Mais souvent, en fait, on ne sait pas ce qui. Avant même que j'ai BioVie, il y a une petite vingtaine d'années, j'avais le forum EcoBio Info que j'avais créé en 99, et je me rappelle, on avait fait un sujet avec les utilisateurs du forum. C'était qu'est-ce qui est cru, en fait. Et en fait, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de sociétés qui font subir des traitements thermiques aux produits où on croit qu'il n'y a pas de traitement thermique. Voilà, on discutait en venant dans la voiture de la société Perlamande et de la société Jean Hervé, qui sont des sociétés qui font des purées d'oléagineux, qui n'ont pas la même approche par rapport à ça. Perlamande, ils font attention
à ce que vos oléagineux n'aient pas subi de traitement thermique. L'amande n'est pas tout cru, hein. Ce qui est cru, c'est écrit dessus par contre. Il communique sur voilà, pas activé. Alors l'idéal, c'est d'activer. Après, l'idéal, c'est de faire vos trucs chez vous. Vous allez activer vos amandes. Après, vous faites votre. Oui, oui. Non, mais c'est exactement comme dit Aurélie. En fait, l'idée, c'est nous, dans notre activité, on essaie de simplifier, de rendre les choses. Pourquoi on a commencé à vendre du tartare d'algues? Pour moi, c'est tellement facile à faire à la maison que je ne voulais pas en vendre du tartare d'algues. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps, en fait, qui n'ont pas envie de faire du tartare d'algues. Donc on a commencé à vendre du tartare d'algues tout fait. C'était pas mon kiff au début, je dis j'aimerais bien que les gens ils se le fassent. Mais en fait, on s'est rendu compte que y a des personnes qui n'ont pas le temps. Il y a des personnes qui ont des vies voilà, plutôt citadines, et qui n'ont pas de plaisir à cuisiner ou à cuisiner. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à vendre des amandes activées. C'est comme ça qu'on a commencé à vendre du sarrasin activé, du tartare d'algues, des wraps de légumes que pour moi, j'adore faire à la maison. C'est très simple, vous faites une purée de légumes avec du tournesol germé, mais voilà, les wraps, finalement, ça nous arrive quand on va pique-niquer, on a un sachet de wraps déjà tout fait. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à vendre des produits un peu transformés en alimentation vivante, mais en faisant super attention à la qualité. C'est pour ça qu'on a aussi fait des choucroutes qui mélangent des algues et de la choucroute. Mais chacun, en fait, moi ce que j'aime, ce qui est important pour moi, c'est que les gens puissent monter dans le train, en fait, qu'ils puissent commencer par quelque chose et après, ils ont envie de continuer l'aventure ou pas. Mais après, ce que j'aime pas, c'est que l'alimentation vivante, ça semble un espèce de truc inatteignable, trop compliqué, trop pénible, où il faut passer des heures et des heures dans la cuisine. Non, on essaie de démystifier ça et de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et donc on a commencé, nous, alors au début, moi je ne le faisais pas, mais ça fait 5-6 ans qu'on a quelques produits crus transformés pour que les gens démarrent. Et après, si quelqu'un, pendant 2 mois, s'est acheté du tartare d'algues, et puis que la 3e fois, parce qu'on a mis la recette, qu'il le fait chez lui avec des algues fraîches, c'est bien. On est content. Et puis bon, des fois, si on n'a pas le temps de faire son tartare, on a du tartare tout fait. Donc voilà. Donc trempage, germination, fermentation, pour moi, c'est les 3 pratiques qui devraient faire partie de notre quotidien. Oui. Ah, merci. C'était par rapport à l'autre trempage. Est-ce qu'on peut arroser quand même ces plantes avec? C'est des inhibiteurs d'enzymes, donc tu peux, oui, les plantes vertes, je pense pas que ça les embête, mais voilà, oui, on peut arroser, mais ne t'en resserre pas toi dans l'alimentation. Ne t'en resserre pas pour faire cuire quelque chose ou jette-le. Oui, avec les plantes vertes, il n'y a pas de problème, quoi. Donc en fait, les enzymes, comme je vous disais, elles ont une fonction principalement digestive avec les 3 types d'enzymes dont je vous ai parlé, qui vont aller dégrader les 3 types de molécules dont je vous ai parlé. Après, les enzymes, comme je dis, il y en a 8000, elles ont aussi des fonctions importantes au niveau du système immunitaire. Donc elles vont aller réguler toutes les protéines qui interviennent dans le système immunitaire. Elles vont permettre à aider à dégrader des agents pathogènes avec le système dont je vous ai parlé tout à l'heure, où une seule enzyme va pouvoir aller désactiver un grand nombre d'agents pathogènes. Elles ont aussi une responsabilité au niveau du système immunitaire dans la communication cellulaire. Et en fait, les règles pour préserver son capital enzymatique, je vous dis, la première règle, elle est liée à l'alimentation. Mais après, c'est du bon sens, hein, c'est le sommeil, l'exercice, la gestion du stress, et éviter les consommations de tabac et d'alcool, quoi. Après, si le dossier complet vous intéresse, je vous dis, dans la revue Hippocrate, moi j'ai mis plusieurs semaines à l'écrire. J'ai 59 références scientifiques pour avoir, sur ce sujet. Et voilà, je suis très content d'avoir sorti ça parce que ça, pour moi, on ne parle pas assez des enzymes. Donc, les aliments qui sont riches en enzymes, donc première source d'aliments riches en enzymes, justement parce qu'on réveille les enzymes par le processus, c'est les graines germées. Donc, les graines germées, ça devrait être quelque chose qu'on enseigne très jeune. C'est tellement simple, c'est ludique. Moi, ça me passionne depuis que je suis ado, j'en consomme. J'ai commencé à consommer des graines germées. J'avais même pas 20 ans parce que j'étais dans une chambre d'étudiant où il n'y avait pas de cuisine. Il n'y avait rien qui me convenait au restaurant U. Et puis, pour avoir quelque chose de frais que je pouvais produire chez moi, je me faisais des graines germées dans des petits germoirs en terre cuite. Ils les mangent, tes enfants, les graines germées? Ouais, il y en a toujours à table. En fait, moi, ma fille, ça dépend desquelles. Alors, ma fille, elle adore le tournesol en jeune pousse. Et donc, on fait du tournesol en jeune pousse en ce moment.
Le trèfle, tournesol, ouais. Après, bon, on fait souvent poireaux, fenouil, ça l'aime moins. Moutarde aussi, ouais. Mais en fait, il y en a toujours à table et les pois verts, c'est un peu plus raide, ouais. Mais les jeunes pousses, ouais. En tout cas, le tournesol, moi, le tournesol, tu sais, à stade 2 folioles ou 4 folioles, vraiment, ça c'est... ouais, les plus petites, moi, c'est beaucoup fenugrec. Bon, après, moi, je suis un ayatollah du fenugrec, j'en mets des graines germées de fenugrec, j'adore, j'en mets partout parce que ça passe dans le sang, ça nettoie le sang, on sent le fenugrec, enfin j'adore le fenugrec. Mais nous, il y en a tout le temps à table, enfin Et bon, parfois, par contre, ce que j'ai arrêté de faire, c'est de faire des salades où je les mélange parce que du coup, elles ne mangeaient pas la salade parce qu'il y avait des graines germées. Donc du coup, on fait toujours un saladier, mais un petit saladier de graines germées souvent. Et puis il y a la salade à côté, donc Zia qui a 7 ans, elle prend la salade, et puis bon, si elle ne veut pas des graines germées, mais là le tournesol elle en mange. Le tournesol elle en consomme quoi. Donc les graines germées, après vous avez, donc il y a un certain nombre de fruits qui sont célèbres entre guillemets pour leur contenu en enzyme, c'est l'ananas, parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle la bromélaïne, qui est utilisée dans les supplémentations enzymatiques. Vous avez aussi la papaye avec la papaïne. Ça, ce sont deux fruits. Il y a la mangue, enfin les fruits tropicaux. Le kiwi aussi contient beaucoup d'enzymes. Et après, ça c'est ceux qui sont le plus célèbres. Après, vous en avez, comme je vous ai dit, dans les fruits et légumes de façon générale. Elles sont présentes, quoi, les enzymes. Alors, pourquoi est-ce que moi j'en suis arrivé à m'intéresser, pourquoi est-ce que je m'en suis arrivé à m'intéresser aux enzymes? Il y a un certain nombre de centres aux États-Unis qui utilisent la supplémentation enzymatique comme méthode préventive et comme méthode, je reviens à ce que je vous ai dit au début, quand on a une pathologie lourde, pour économiser de l'énergie au corps et pour que le corps se consacre principalement à lutter contre la maladie. Donc c'est pas que les enzymes permettent de lutter contre le cancer ou contre le diabète ou contre la sclérose en plaques ou que sais-je, ou contre des pathologies lourdes. C'est qu'en fait vous allez redonner de l'énergie, vous allez faire des économies d'énergie de digestion à votre organisme en prenant des supplémentations d'enzymes. Donc j'en avais entendu parler. On est allé, mais j'avais jamais appliqué. De toute façon, on ne trouve pas d'enzymes en supplément en France, quoi. Et on est allé au Costa Rica, on a rencontré Victoras Kuzvincas, qui est le fondateur de l'Institut de santé Hippocrate. Là, c'est le Irène Grosjean américain, en gros. Il a 85 ans, il fait des positions de yoga inversées encore, et il est, il a des, voilà, c'est un personnage qui est juste hallucinant à rencontrer. Et en fait, c'est la personne qui a lancé tout le mouvement d'alimentation vivante aux États-Unis dans fin des années 60, début des années 70. Puis, il a voulu nous faire un petit plan de santé avec Aurélie, et dans son plan de santé, il nous a dit essaye des enzymes. Donc, j'ai jamais pris d'enzymes de ma vie. Et après, c'était des enzymes qu'on devait commander aux États-Unis. Et bon, j'avais jamais suivi le plan de santé de Victoras. Alors lui, il a de la bouteille aussi. Hein, ça va faire 60 ans qu'il donne des conseils aux personnes. Et on a commencé à prendre des enzymes. Et là, on a eu beaucoup d'effets bénéfiques. Nous, sur le premier effet bénéfique, c'était sur le sommeil. Donc on prend des enzymes digestives en supplément, donc avant les repas, et on prend des enzymes complètement en dehors des repas. Alors j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi, les enzymes viennent aussi soutenir tous les processus biochimiques dans l'organisme. Tout ce qui est, tous les processus de construction et de destruction. C'est-à-dire tout ce qui est synthèse de l'ADN, réparation des parois cellulaires, tout ce qui vient soit construire, soit détruire. C'est beaucoup soutenu par les enzymes. Donc on a commencé à consommer ces enzymes-là, soit dès qu'on se réveillait pour les enzymes qui étaient dans des processus métaboliques, soit au repas, et on a eu des bénéfices assez importants au niveau de la qualité du sommeil. C'est vraiment le truc radical, là. On a un sommeil incroyable. Au niveau de la digestion aussi, et puis au niveau de la sensation générale corporelle qu'on avait pendant la journée, quoi. Et donc, je savais que c'était utilisé, alors c'est utilisé à l'Institut de santé Hippocrate, c'est utilisé au centre Anne Wigmore à Porto Rico, et c'est utilisé, alors je ne sais plus, je cite dans l'article, il y a un troisième centre aux États-Unis qui
dans une clinique aux États-Unis, la clinique Connors. Voilà. Donc ils utilisent des enzymes comme ça en prévention. Et j'ai dit, bon, c'est super, il faudrait vraiment qu'on puisse importer ça en France. Et donc on est allé rencontrer le seul spécialiste mondial indépendant sur les... Enfin, on l'a pas rencontré encore physiquement au niveau au mois d'octobre, mais la dernière société américaine qui fabrique des enzymes de qualité, parce que tout a été racheté par des gros groupes aux États-Unis, une société qui s'appelle ERC Enzymes. Et avec Victoras et cet expert, qui s'appelle Troy Operl aux États-Unis, on a fait une formulation d'enzymes qu'on projette, qu'on a commencé à fabriquer et qu'on va importer normalement à l'automne pour pouvoir proposer et des enzymes digestives et des enzymes en soutien métabolique. Et on a, moi depuis, donc c'était il y a 1 an et demi, depuis qu'on a rencontré Victoras, moi j'en prends régulièrement, tous les jours. Et franchement, ça me réussit, j'en suis content et on a envie de proposer ça en France. Donc on s'est heurté à la réglementation européenne où il n'y a que certaines enzymes qui sont autorisées. Donc on a fait des mélanges avec cet expert et avec Victoras. Et donc on a une formulation enzyme digestive et enzyme métabolique. Donc on n'est pas un labo de compléments du tout. Donc on a fait ça parce qu'on avait envie de le faire. On s'est heurté à pas mal de barrières pour les importations. Pour les tests, pour tout un tas de trucs. Donc on est en cours voilà, c'est quelque chose en cours qu'on devrait pouvoir proposer normalement proposer à l'automne. Donc c'est un petit peu, c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser à ce sujet que je connaissais. On m'a toujours dit que pourquoi le cru, c'est parce que ça préserve les enzymes, mais voilà, j'ai été amené à m'intéresser à ça. Et je pense que c'est dans les modes de vie qu'on peut avoir où on a quand même des sources de stress importantes. On a des challenges du quotidien à ne pas pouvoir forcément manger comme on veut. Je pense que des supplémentations d'enzymes aussi, quand moi j'ai 50 ans, enfin les personnes qui commencent à prendre en âge, le capital enzymatique et la capacité de l'organisme à produire des enzymes diminue aussi avec l'âge. Donc je pense que pour moi c'est une action de prévention que je trouve intéressante, quoi. En attendant que vous les produisiez vous, on ne peut pas les commander aux États-Unis. C'est assez compliqué, c'est assez coûteux. Et nous, il nous a accompagnés, et il nous a donné. Mais voilà, nous, normalement, elle devrait sortir. En fait, on s'est heurté à quelque chose auquel je n'avais pas pensé, c'est que la douane nous a obligés à faire des tests de vieillissement. Donc, en fait, vu que les enzymes, légalement en France, tu peux les vendre 2 ans après, ils nous ont obligés à raisonner un lot qu'il faut garder en vieillissement accéléré 6 mois, et au bout de 6 mois, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de Escherichia coli, qu'il n'y ait pas Enfin bref, c'est des histoires d'hygiène. Alors nous, c'est pas mon métier du tout de faire des compléments ou des... Moi, j'appelle pas ça des compléments alimentaires, j'appelle ça des auxiliaires métaboliques. C'est-à-dire ça va aider ton corps. Ça ne t'apporte strictement aucun nutriment, ça t'apporte rien, aucune vitamine, rien du tout. Par contre, ça va aider ton corps. Tu vas amener, c'est comme si tu as une usine et tu vas aller doubler la main-d'œuvre quand l'usine ouvre le matin en prenant des enzymes extérieures pour que l'assimilation et la digestion se fassent de façon plus facile, quoi. Mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes enzymes que ceux d'Italie. On est parti sur on a travaillé avec ce qui était autorisé en France, en Europe, et on a affiné avec ça, et on a fait 2 grandes catégories. On a fait enzymes digestives et enzymes métaboliques. Donc on est sur des mélanges qui sont qui sont assez proches, hein, quand même. Vu que c'est avec les mêmes personnes qu'on a fait le truc, et Victoras voulait que ce soit... voilà, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on s'est lancé. Comment est-ce que vous pouvez préserver, vous, au quotidien, le capital enzymatique? Donc on en a parlé déjà, c'est en ayant une alimentation à dominance crue. Donc là, forcément, vous allez garder les enzymes qui sont présentes dans les aliments. Après, si vous utilisez des techniques de cuisson, c'est utiliser des techniques de cuisson les plus douces possibles. Les températures de désactivation commencent à 50 degrés et ça monte à 60. Enfin, il y a certaines enzymes qui sont désactivées qu'à partir de 60 ou 70. Donc forcément, les modes de transformation violents comme les fritures ou les cuissons. Alors pour moi, cuisson vapeur, c'est pareil, arme de destruction massive. Là, quand vous faites de la cuisson vapeur, enfin cuisson vapeur sous pression, hein, je parle des cocottes minutes, pas les cuissons vapeur douces justement. Mais les cuissons sous pression et la friture, c'est des modes qui détruisent à coup sûr les enzymes. Après, les modes de cuisson plus doux,
comme les cuissons vapeur, mais pas sous pression, ça peut être correct. Voilà, donc il y a le trempage dont j'avais parlé. Attends, je termine ça et je te laisse la parole. La fermentation, et après, très important, et ça, nous, on y fait attention aussi. Nous, on habite à Nîmes, dans le Gard. On est dans un des départements qui produit le plus de fruits et légumes de France. Et en fait, donc moi, je travaille dans le bio depuis plus de 30 ans. J'ai sorti de l'école d'agro, j'étais en bio, et déjà pendant mes stages d'agro, je bossais en bio. Et donc, je suis aussi un fervent défenseur du bio. Par contre, nous, dans le Gard, on a là où on habite entre Nîmes et Sommières, il y a des productions autour de chez nous, et on préfère aller chercher des fruits mûrs que des fruits bio, quand on n'a pas le choix. C'est un conseil que je donne. Effectivement, peut-être, alors, sur les avocats, pas les avocats, sur les melons, sur les pastèques, ce genre de fruits, il y a peu de pesticides, par contre, il y a des engrais. Donc, moi, les engrais, voilà, c'est pas terrible, mais ça ne me pose pas de problème. Mais si vous favorisez les fruits cueillis à maturité, là, vous allez avoir un capital enzymatique qui va être préservé. Le problème en bio, souvent, voilà, vous avez, les volumes sont plus petits, donc les réassorts sont plus lents, et donc, typiquement, moi, quand j'ai le choix entre un truc mûr ou un truc bio, je prends le truc mûr. Voilà, donc vous avez le capital enzymatique, il est nettement préservé quand vous prenez des fruits qui sont à maturité. Donc ça, c'est important. Et après, il y a la conservation, qui est intéressante aussi. Donc, vous avez deux modes de conservation. Vous avez la conservation au froid, et nous, il y a un mode de conservation qu'on préconise, c'est la conservation sous vide. Et en fait, justement, on a aussi développé avec un inventeur un système, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Bocup. Donc, c'est une cloche qu'on met au-dessus de n'importe quel bocal. Et là, je répète parce que les gens, ils ont l'impression que... En fait, tout le monde connaît une marque qui fait des boîtes sous vide. Mais si vous avez utilisé vos deux boîtes, il faut que vous attendiez qu'elles soient vides pour les faire tourner, en fait. Et nous, on a rencontré un inventeur, un couple qu'on adore, là, qui habite à Poitiers. Et en fait, ils ont inventé un truc tout bête. C'est une cloche qu'on met au-dessus de n'importe quel bocal, avec une pompe à vin, les pompes à Q20 là qu'on a, ou une pompe automatique, ça existe aussi. On peut faire le vide dans n'importe quel bocal. Mais après, quand tu veux boucher ton bocal, l'air revient dedans. Mais tu le remets sous vide. Mais tu remets sous vide. T'as ta petite pompe. Tu as une pompe, alors soit tu as une pompe manuelle à vin, en fait il a eu l'intelligence de faire un système low-tech, c'est-à-dire qu'il utilise donc quelque chose qui existe déjà dans le commerce, qui sont les pompes pour mettre les bouteilles de vin sous vide, avec un petit embout, une cloche qui se pose avec un morceau de tapis de yoga découpé sur n'importe quel bocal. Il ne faut pas que le bocal soit droit, il faut qu'il ait une toute petite épaule, mais en général ils ont des épaules, et tu mets n'importe quel bocal sous vide. Mais tu laisses le système sur le bocal tant que t'as pas... Non, tu le mets sous vide, après tu le ranges. Et après, nous, on a mis 140. Quand tu l'ouvres, ça fait comme... mais t'as mis ton couvercle avant de mettre la cloche? Oui. Tu mets ton couvercle et après... Tu l'as fermé. Tu l'as fermé, tu mets ton petit tapis de yoga, tu mets ta cloche, tu pompes. Wow. Tu deviens un shadok. Voilà. Donc, comment? Non, alors pour les... Non, pas les bocaux le parfait, c'est trop gros. Il a trois tailles. Soit les petits, soit les bocaux de base, je veux dire les plus classiques. Et là, il vient de sortir, on ne l'a pas encore mis sur la boutique, il a sorti le mois dernier, début juin, un truc pour des bocaux qui font jusqu'à 3 litres 4. Donc là, tu peux carrément stocker, quoi. Et le sous-vide, c'est un mode de stockage qui est génial. On peut faire plein d'autres trucs que du stockage. En mettant sous vide, tu peux faire des marinades, c'est-à-dire que tu vas mélanger des légumes entre eux, tu vas mettre des tomates avec des courgettes, et un peu d'épices, tu mets ça en plein soleil, et tu as le point d'ébullition quand c'est sous vide, il est beaucoup, nettement abaissé, il est beaucoup plus bas. Donc tu vas pouvoir faire des espèces de ratatouille cru cuit, juste en cuisson solaire. Et l'autre avantage du sous-vide, c'est que si vous mélangez un légume avec une sauce, et que vous mettez ça en sous-vide, il y a un mélange, vu que c'est sous-vide, ça va rentrer à l'intérieur du légume, et donc vous allez avoir une marinade qui va être beaucoup plus rapide à faire que si vous la faites à pression atmosphérique, quoi. Donc ça, c'est vraiment bon voilà, les modes de conservation, c'est déshydratation, lyophilisation si vous pouvez, mais bon ça c'est pas encore possible, stockage sous vide,
Et sous vide, on le conserve longtemps ou d'autres fois? Mais sous vide, quand on est allé les voir, ils avaient une salade, qu'ils avaient, même pas, c'était pas 15 jours. Une salade qui était impeccable. Ils avaient leur gros système pour les gros bocaux. Et donc, après, bon, il faut acheter une salade verte. Vous avez lavé quand même. Oui. Ouais, une salade verte lavée. Qui restait fraîche. Et elle était restée 15 jours, quoi. C'est assez impressionnant, hein. Il faut juste faire l'essai, tu mets un truc qui se dégrade, tu fais un test chez toi. Des tomates fraîches. Oui, mais c'est un mode de... Alors si tu allies le froid, si tu mets au frigo plus sous vide, là tu démultiplies la durée de conservation, quoi. Mais c'est chouette. Et en plus, ce couple, ils sont... Enfin voilà, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, comme nous, on est passionnés par ce qu'on fait. Donc ils ont inventé tout un tas de recettes. Enfin, il est passé sur France 5 comme étant l'inventeur de la semaine, là, dans son émission, Pascal. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont vraiment passionnés. Et lui, il utilisait ça pour faire des ateliers de réinsertion sociale autour du bocal et de comment utiliser des choses simples en low-tech chez soi pour la cuisine et puis pour le lien social aussi à l'intérieur d'une famille, quoi. Donc voilà, et puis après, la dernière chose, c'est classique, hein, mais c'est de manger les choses que vous avez préparées, surtout les choses que vous avez mélangées ou faites de les manger rapidement après les avoir préparées. Je voudrais amener mon expérience par rapport au sous-vide. Oui, il y a un micro si tu veux. Ah ouais. Pronto. Allô? Non, je ne sais pas. Ah, si, on t'entend. Allô? Oui, donc, vous prenez une cocotte minute. Oui. Tout simplement. Ah oui, il y a ça, oui, tu peux faire ça. Vous mettez des pots à l'intérieur classiques, où vous voulez conserver vos aliments. Des pots en verre. Des pots en verre, oui, bien tout sûr. à fait. Pots en verre avec un bouchon qui ferme bien. Et après, il faut bricoler un compresseur frigo. Et vous les mettez avec un tuyau du gaz où il y a la soupape. Tout simplement. Et ça marche d'enfer. Oui, non, mais je pense... Ça, c'est un bricolage que j'ai appris tout à fait avec Dominique. Et je pense qu'il doit y avoir... Parce que nous, quand on a commencé à vendre ça, on a pris des petites pompes sur USB, là. Ouais. Et je pense qu'il suffirait de trouver un diamètre de tube. Parce qu'en fait, tu enlèves la soupape. Tu enlèves la soupape. Et là, il faut mettre un tuyau. Et un tuyau de gaz. Voilà, un tuyau de gaz. Donc en fait, le truc, c'est que les sorties vacuum, ouais. oui, ça se... Et ça marche d'enfer. Hein, parce qu'il va aspirer à l'intérieur du pot. Et donc, il enlève l'air. Et en fait, l'air... Ça fait des années que j'en fais ça. Et donc, il faut que, évidemment, le couvercle soit hermétique. Hein. Oui, soit bien vissé. Ouais. Voilà, ça c'est moyen. Et effectivement, en bricolant peut-être une pompe, parce que les problèmes, c'est de trouver un compresseur frigo. Enfin, il faut bricoler. Hein. Oui. Si on avait une pompe. Non, mais tu me donnes une idée. Moi, je vais essayer de trouver un diamètre de tuyau qui aille à la fois sur une cocotte et à la fois sur un vacuum. Parce que le truc vacuum, le truc manuel, il vaut 15 €. Et la petite pompe électrique, elle vaut 5 €. Enfin, je veux dire, c'est vite. Vous achetez une cocotte minute d'occasion sur un vide-grenier. 5 €. Et avec un joint qui ferme bien, évidemment. Bricolage. Merci. Voilà, et ce que je voulais vous ajouter aussi, c'est que en naturopathie, j'aimerais bien moi que ça puisse commencer à être quelque chose qui soit enseigné dans les écoles de naturo, qu'il existe aussi la possibilité de faire soit temporairement, soit de façon plus long cours, des supplémentations en enzymes par rapport à... Je pense que ça permettrait au corps de se restaurer plus rapidement. Et c'est vraiment un domaine qui mérite qui ait plus de recherche dessus. En fait, on a alors le capital enzymatique qu'on a, il varie en fonction de l'âge. Donc les petits ont leur capital enzymatique préservé. Après, ça peut être aussi utilisé dans des cas un peu amusants. C'est quand tu fais un très gros repas, que tu sais que là, tu as fait un repas de famille où tu prends 2 enzymes après ton repas et tu sais que tu vas pas avoir le coup de pompe ou être malade parce que ça va être digéré plus rapidement, quoi. Par rapport à la conservation, je pose ma question, je l'ai posée tout à l'heure. Oui, vas-y. Par rapport à la congélation
paraît que Oui. ça brûlait l'aliment, enfin par rapport Les aux nutriments. enzymes, voilà. C'est quoi c'est bien ou pas? Pour moi, la congélation, c'est un des modes de transformation les moins invasifs, enfin, je trouve. Après, oui, par exemple, nous, le tartare d'algues, quand on en fait 3 ou 4 kilos, on en met une moitié au congélateur. Enfin, on avait fait des essais avec le fournisseur. En fait, il m'a expliqué, ça fait juste, ça casse les fibres, c'est tout. Donc c'est plus en purée que quand tu prends vraiment des algues fraîches. Mais pour moi, voilà, enfin, c'est toujours l'histoire de Pareto. Enfin, tu me fais 20% d'effort pour 80% de résultat. Donc si tu as déjà... Mais la congélation, pour moi, c'est un peu c'est un peu la cerise sur le gâteau. Déjà, si tu as éliminé des modes de cuisson violents de ton alimentation, tu préserves déjà bien ton capital enzymatique. Voilà, mais la Ça, congélation... tu vas, moi j'avais lu chez les crudivores, voilà. Oui, mais après, il y a tous des stades, ouais. Mais n'empêche que si on met des graines de légumes dans un congèle, Il faut les congeler. oui, et ben après elles germent. Et en fait, vous avez Donc, un ça phénomène tue pas la agronomique vie. qui s'appelle la levée de dormance. C'est-à-dire Ça qu'en tue pas fait, la vie. nous, c'est des conseils qu'on donne à nos clients parce qu'on vend 25 sortes de graines à germer qui viennent d'une entreprise qui ne fait que des graines à germer, c'est-à-dire qu'elles sont testées pour leur capacité germinative et s'il y a moins de 95 graines sur 100 qui germent, s'il y en a plus de 5% qui ne germent pas, ils écartent le lot. Et en fait, dans la nature, en fait, les graines, quand elles passent sous zéro, ça provoque un phénomène qui s'appelle la levée de dormance, c'est-à-dire qu'elles vont plus facilement germer au printemps d'après, quoi. C'est juste que la graine, elle enregistre qu'il y a eu l'hiver. Et en fait, je dis aux clients, là, parce on avait des graines de chanvre complètes, je dis, mettez-les 2 jours au congélateur, vous les ressortez, elles vont mieux germer, quoi. Donc c'est utilisé en agronomie comme... Pour les graines, mais je parlais des fruits, moi. oui, Mais en fait, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que soit tu as ton jardin avec tous les fruitiers du monde possible et tu as 3 heures le matin où tu peux te balader avec une couronne dans les fleurs, avec un robe et aller chercher tes fruits pour ton repas de midi. Ce que vous je allez te vous amuser souhaite. avec Aurélie Ce après. que je te souhaite. Hein. Soit tu as un principe de réalité, c'est-à-dire que tu as une vie et tu as donné de la place à l'alimentation, mais tu ne veux pas non plus que ça prenne tout ton espace. Et à ce moment-là, tu trouves des moyens de compensation. Donc c'est sûr que ce n'est pas optimal. La congélation sera toujours un moyen qui est moindre que manger un fruit comme ça cueilli. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de destruction comme pasteuriser ou comme bouillir. tu Oui, vois. oui. C'est pour ça que le petit pois. Aurélie disait J'ai dit que des c'est... bêtises, donc c'est pas Pois grave. congelé, oui, c'est bien. Voilà, donc c'est toujours cette histoire de vouloir... On peut, avec quelques efforts, avoir 80% de ce qui serait parfait, en fait. C'est vraiment la loi de Pareto. La loi de Pareto, j'ai fait 2 années en fac de médecine. Il me l'avait appris en cours de la Sécu. Il y a 20% de la population française qui crame 80% du budget de la Sécu. Et inversement, 80% de la population ne consomme que 20% du budget de la Sécu. C'est valable dans la communication, c'est valable avec, je sais pas, vos relations amicales. Vous donnez 80% d'énergie pour 20% de votre cercle amical. Enfin, c'est valable dans plein de domaines. Et en alimentation aussi, vouloir atteindre les 100%, c'est-à-dire la perfection, va vous demander une énergie considérable. Par contre, écarter des choses qui sont nocives et faire des choix qui sont pertinents, même si nous on est vraiment contre la perfection parce que ça écarte les gens d'intégrer dans leur réalité quotidienne et dans leurs habitudes des choses qui sont bonnes, quoi. C'est déjà bien de faire 80%. C'est déjà top. Après, si pour atteindre entre 80 et 100, tu dois fournir 80% d'énergie, tu te décourages. C'est pareil, on vend un extracteur de jus. Et, Oui, la version. on a trouvé un extracteur de jus où il n'y a que 4 pièces à nettoyer et où on peut mettre des fruits et des légumes entiers. Donc j'ai dit, ok, génial, on a décidé de le fabriquer. C'est un fabricant qui nous a proposé ce modèle parce que je sais que beaucoup de personnes se découragent avec les extracteurs de jus à faire des jus tous les jours quand ils sont insupportables à nettoyer, quoi. Et donc notre extracteur n'est pas le meilleur extracteur du marché. Il y a certainement l'Angel ou d'autres extracteurs qui font des meilleurs rendements, mais je sais, et j'ai des retours de clients, il est simple à nettoyer, simple à utiliser. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de chances de te faire des jus tous les jours
même si tu n'as pas des taux d'extraction comme un appareil à 1000 euros. Par contre, si à la fin de l'année, tu as fait le calcul du nombre de jeux que tu t'es fait avec cet appareil par rapport à avoir le top du top qui fait le super jus où tu peux allumer avec un briquet la fibre tellement elle est sèche, ton Angel, moi je connais, enfin il est très lourd et il est pénible à nettoyer, quoi. Il faut bourriner. Là, moi, l'extracteur qu'on a, moi je cuisine pendant que je fais le jus. Enfin, c'est-à-dire je pose des trucs, ça se fait, puis je fais ma cuisine et après je remets. Donc c'est cette histoire-là de... Et il y a beaucoup ça en alimentation vivante, on veut essayer d'atteindre un espèce de... Et ça c'est Aurélie qui va vous parler ça, plus pas d'un point de vue culinaire, mais plus d'un point de vue état d'esprit. On veut souvent atteindre des idéaux, des choses qui sont compliquées à atteindre, alors qu'en fait, il suffit qu'on se concentre sur les petits efforts qu'on peut faire pour déjà avoir énormément de résultats finalement. Donc laissons les 20% pour la perfection de côté. Voilà, c'est mon point de vue, hein, mais moi, comme je pratique ça depuis quasiment 20 ans, nous, à la maison, on a un système où on a des workaways qui viennent. Donc, c'est des woofers. Franck, je ne sais pas s'il est là. Voilà, Franck est au fond, il est venu chez nous comme ça. Et en fait, souvent, on a des workaways. Alors, nous, comme on a un profil alimentation vivante, véganisme, etc., on a des jeunes workaways, qui viennent on a eu 60 en 6 ans, qui viennent du monde entier, quoi. On a eu Vietnam, on a eu Amérique du Sud, enfin États-Unis, Europe et tout. Et souvent on a des jeunes qui sont très très véganes, à fond motivés, mais à fond, quoi. Mais on en a une qui a recraché une fois une part de gâteau parce qu'il y a eu du miel dedans. Et en fait c'est bien quand on a un stagiaire, on est à fond, on est motivé et tout, mais en fait ça tient pas en fait dans la durée, quoi. Et ce que moi, les messages qu'on essaie de faire passer avec nos activités, c'est plus de végétal et plus de vivant dans vos assiettes. Ça, c'est possible. Par contre, atteindre un idéal, peut-être pendant un temps, peut-être si on a une pathologie, peut-être qu'on peut avoir envie, peut-être pendant un été. Mais après, ce qui tient dans la durée, ce qui est bénéfique vraiment pour notre santé, c'est de pouvoir tenir ça sur des dizaines d'années, pouvoir intégrer des habitudes dans son quotidien, faire des graines germées, consommer des algues, faire de la lacto, éviter les cuissons brutales. Mais après, on a tous des familles, on a tous des repas de business où on est invité dans des restos qui ne nous vont pas bien. Donc on a tous ces 20% de latence qui nous permettent de rester dans nos habitudes confortables. Ouais, voilà, l'idée, c'est de voir sur la durée, quoi. Et ces jeunes qui viennent chez nous, je suis sûr que 2 ans après, ils plantent tout, ça les a dégoûtés, ils se sont privés de trucs qu'ils avaient envie, et ça ne tient pas dans la longueur, en fait. Et donc les bénéfices qu'ils ont peut-être pu avoir pendant 2 ans étaient vegan à fond, si ça tient que 2 ans, c'est dommage, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les enzymes, ou même si vous nous connaissez par les produits qu'on fait, ou par des activités qu'on a, ou des formations qu'on fait, si vous avez des questions autour de ça, vous pouvez aussi les poser. On a discuté avec un certain nombre de personnes qui étaient clientes chez nous, là, déjà. Aurélie, elle dédicace. Alors, on doit partir juste après la conférence d'Aurélie, donc si vous avez envie qu'elle vous dédicace son livre, il faudrait peut-être que tu les ramènes ici. Voilà, elle a amené son livre qu'elle a sorti chez Marie-Claire, Mes semaines toutes crues, où là justement elle a appliqué ce que je vous dis, c'est que on n'a pas fait un livre de gastronomie, on a fait un livre de recettes familiales, nous on a 6 enfants à 2, donc on sait ce que c'est que de faire du cru dans la vie de famille, et on essaye aussi que ça soit accessible, que les gens n'aient pas forcément besoin de dépenser 2500 € en matériel pour commencer la cuisine. Donc Aurélie, vous parlerez de son livre mieux que moi, mais en tout cas, elle s'est mis comme objectif qu'on puisse faire ces recettes avec peu de matériel, que ce ne soit pas des ingrédients exotiques qui soient insupportables à trouver, voilà, des ingrédients simples avec peu de matériel, et donc du coup, ça soit des recettes familiales, pas forcément gastro, mais qu'on puisse... Le gastro cru, c'est sympa, moi j'aime bien faire des gâteaux d'anniversaire, des pizzas crues, des machins, mais au quotidien, c'est pas ce qu'on mange en fait. Au quotidien, voilà, donc c'est un petit peu ce qu'elle a fait dans son livre, et c'est pour ça qu'on a sorti ça chez Marie-Claire, parce que Marie-Claire, voilà, pour nous, c'est un petit peu le synonyme du grand public féminin, et qu'on l'a pas sorti aux éditions Biovie, quoi. Voilà, donc il y a d'autres personnes qui avaient des choses à demander. Victoras Kuzvinkas. Alors, le S, je ne sais plus si c'est Kuzvinkas.
tu tapes Viktoras Kuzminkas, enfin, même si tu fais des fautes d'orthographe, il est lituanien d'origine. Il habite au Costa Rica et c'est l'ancien compagnon de Anne Wigmore, qui a fondé un petit peu toute l'alimentation vivante aux États-Unis. Et là, il habite à Montezuma, au Costa Rica. Voilà, et tu trouveras, il a écrit quelques livres sur les enzymes qui n'ont pas été traduits. Et il a écrit en particulier un livre qui a été publié à 500 000 exemplaires qui s'appelle Survivre au XXIe siècle. À Florian, je crois que tu avais appelé. C'était par rapport à ça que tu avais nommé une de tes. Survivre au XXIe siècle. Non, je parlais de Viktoras Kuzminkas. Tu n'avais pas écrit un article ou un livre ou un. Pas un livre, mais. Guide de survie. Tu connaissais pas Viktoras? D'accord. C'est un guide de survie au XXIe siècle, ouais. Et il a écrit ça dans les années 70 et c'était le premier à expliquer comment faire des graines germées à la maison, des jeunes pousses et tout. Donc c'est le papy du cru, quoi. Sur le sujet des graines germées, je disais dans ta dernière newsletter que tu allais faire un nouveau germoir. Ouais. On a failli l'emmener, mais si on l'avait emmené, on aurait divorcé, je crois. Aurélie m'a dit, on n'aura jamais le temps d'en parler. Moi, je suis toujours tout feu, tout flamme. J'ai envie de partager ce que. On en a à la maison, des protos. On le lance la semaine prochaine, normalement. C'est ça, hein? C'est ça. Ou la semaine d'après? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, c'est un germoir automatique c'est une première mondiale. C'est un germoir automatique qui fonctionne sans énergie. On a exploité deux phénomènes physiques. On a exploité la gravité et l'effet siphon. Et donc, en fait, donc, il y a une enceinte de germination qui fait à peu près un peu plus petite que la table. Il y a un réservoir de 5 litres au-dessus. Et l'arrosage se fait avec une espèce de minuterie qu'on a mis un temps dingue à mettre au point, mais qui est très simple au niveau des principes physiques, qui fait que les graines sont arrosées toutes les 4 heures avec 140 ml d'eau. Et donc en fait le réservoir de 5 litres permet un arrosage pendant 4 à 5 jours sans qu'on fasse rien du tout, quoi. Voilà, donc ça, et on l'a fabriqué en matériaux biosourcés localement à Nîmes, en France, avec des matériaux qui ont été conçus en France, enfin tout est français de A à Z. Et là on maîtrise intégralement la filière et on le lance. On va faire une campagne Ulule pour le lancer, parce qu'on a besoin de retour des premiers utilisateurs pour pouvoir adapter un petit peu les propositions qu'on fait au niveau du mode d'emploi. Parce que voilà, moi j'ai souhaité que ce soit un appareil de low-tech, donc avec une technologie facile et surtout que ça. En fait, on a fait ça essentiellement pour. On se rendait compte que notre germoir, il était assez grand quand même. On a beaucoup de personnes, des Parisiens en particulier, qui n'ont pas de place dans leur cuisine et là, il va occuper une surface beaucoup plus petite. Et puis bon, il y a des gens qui n'aiment pas avoir des appareils électriques. Donc voilà, c'est l'œuvre de la vie de la personne dont on a récupéré la société Easy Green, l'américain. Lui, il avait rêvé de ça depuis les années 80-90, de pouvoir faire un germoir automatique à fonctionner sans énergie. Donc on a récupéré son projet. Et voilà, c'est une aventure humaine aussi qui est très touchante pour nous parce qu'il est décédé l'année dernière. Mais on a récupéré, on a fabriqué nous les moules et on lui a donné son prénom. Ça va être l'Easy Green Sol. Il s'appelait Sol, l'inventeur d'Easy Green. Et donc ça c'est pour la semaine prochaine. Ouais. C'est un de nos gros projets de cette année à BioVie. Ouais. Il s'appelle comment? Sol. Sol Azoulay. Il s'appelait Sol Azoulay. Ouais. Donc on l'a appelé Easy Green Sol en mémoire de lui. C'est des green trees, des greens, et disons c'était aussi par des ordinateurs.